Donc nous intervenons aujourd'hui à la demande de Mélanie qui ne peut pas être présente. Donc Jérôme et moi-même sommes archéologues à l'INRAP. L'ANR Ancestra avait pour objectif initial l'étude de l'histoire du peuplement de la France par la paléogénétique entre le néolithique et le Moyen-Âge, ce qui représente presque 7 millénaires de durée. Le projet a choisi des zones d'études correspondant à des secteurs géographiques à fort passage, en prenant soin de documenter évidemment les deux courants de néolithisation, celui via la vallée du Danube et celui par le bassin méditerranéen. Le choix d'une chronologie large de plusieurs millénaires imposait forcément une étendue géographique restreinte, ce qui explique qu'une part seulement du territoire français ait été sélectionnée. Pour mettre en œuvre son projet, Mélanie a choisi de contacter de façon préférentielle les archéologues, notamment ceux de l'INRAP. Dès le début, elle s'est engagée à alimenter leurs problématiques autant que celles d'Ancestra. Les échanges qui ont été permanents avec les responsables de fouilles et les anthropologues ont permis une co-construction des problématiques tout au long du projet. On peut rappeler rapidement que les études paléogénétiques, donc on l'a vu, donnent accès à des informations relatives à l'identité biologique, à l'origine géographique ou encore à l'aspect physique, à l'immunité et au sexe biologique. Ce dernier point est particulièrement intéressant pour les archéologues, notamment en ce qui concerne les sujets immatures dont le sexe n'est généralement pas connu. On peut rappeler aussi que l'ANR Ancestra a commencé à un moment où les projets autour de l'ADN étaient plus rares qu'aujourd'hui et où les prélèvements des échantillons étaient moins encadrés, notamment par les SRA. Néanmoins, les services de l'État ont été informés et consultés, notamment en raison de l'inscription de ces analyses dans des projets de recherche locaux de type PCR. Ancestra a aussi profité donc d'une avancée qui a été largement évoquée, qui concerne le prélèvement dans les eaux pétreux. Alors, durant le projet, les méthodes de prélèvement se sont améliorées, même si dès le début, un soin a été apporté à la préservation morphologique des échantillons. Donc, la méthode s'est affinée, et on est par exemple passé de 250 mg de poudre d'os nécessaire à moins de 150 mg, et il est aujourd'hui possible de faire jusqu'à 3 prélèvements par pétreux. Si l'os est en bon état, et évidemment, je parle d'un pétreux d'adulte. On voit que grâce à ces prélèvements dans les pétreux, le taux de préservation de l'ADN sur une population vieille de plusieurs millénaires, comme ici une population néolithique, est assez bon puisque la médiane est au-dessus de 20% d'ADN endogène conservé. Les résultats sont cependant très variables d'un site à l'autre, voire d'un individu à l'autre sur un même site. On peut rappeler aussi que l'utilisation des eaux pétreux présente des avantages évidents en termes de coût, mais aussi en termes de pollution, contamination des échantillons, ça a déjà été dit. Enfin, dans toutes les étapes du processus, la sélection des échantillons s'est faite en collaboration étroite entre les responsables d'opération et les paléogénéticiens, de façon à maximiser la portée des résultats obtenus. Autrement dit, chaque sujet analysé a été sélectionné de façon à répondre à la problématique initiale d'Ancestra, mais aussi aux questions des archéologues propres à leur site. Donc, vous l'aurez compris, à la suite de cette introduction, le projet Ancestra consistait à caractériser ces populations issues de nos fouilles et à les comparer à celles d'autres régions pour lesquelles ces données avaient été déjà publiées. Données que vous pouvez observer ici sur cette diapositive et qui présentent la diversité génétique des populations modernes telles qu'elles étaient disponibles au début du projet en 2015. Au total, 400 génomes nucléaires ont été analysés et étudiés dans le cadre de l'ANR et je vous propose de balayer rapidement les résultats, les apports pour chaque grande période. Un petit rappel de l'échantillon de référence pour la période du néolithique, avec d'un côté en vert les fermiers d'Anatolie et de l'autre les chasseurs-cueilleurs en bleu, chasseurs-cueilleurs d'Europe, qui sont bien distincts génétiquement les uns des autres. Les triangles verts représentent les sujets néolithiques analysés dans le cadre d'Ancestra. On voit d'emblée leur proximité génétique avec les fermiers d'Anatolie. C'était les résultats attendus au regard des données archéologiques qui ont démontré il y a longtemps déjà l'origine culturelle proche-orientale des populations néolithiques de France et d'Europe.
plus inattendu, les populations du Languedoc, qui sont représentées par les triangles avec la pointe vers le bas, sont plus proches des Mésolithiques que celles du nord de la France. Et on constate aussi, et parallèlement, que plus on avance dans le néolithique, plus les populations s'éloignent de la diversité proche-orientale pour se rapprocher des chasseurs-cueilleurs d'Europe. À la fin du Chalcolithique et au Bronze ancien, on voit une arrivée très importante de populations venant de l'est de l'Europe, représentée par ces points orange. La population de la France est profondément modifiée à cette période et d'un point de vue culturel, des changements sociaux et rituels profonds marquent cette phase, avec notamment l'apparition du phénomène du campaniforme, puis le Bronze ancien. Les données paléogénétiques vont donc, là encore, dans le même sens et confirment les données archéologiques. On observe une continuité génétique assez nette entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Vous le voyez ici avec ces points qui se superposent quasi exactement. Durant l'Antiquité, il n'y a pas de changement important, mais on note l'arrivée d'individus exogènes, dont certains proviennent de zones limitrophes, comme l'Espagne et l'Italie, mais aussi de plus loin, et notamment d'Afrique et du Proche-Orient. Éléments qui traduisent le caractère relativement cosmopolite du peuplement entre les 1er et 5e siècles de notre ère. Je vous propose maintenant un rapide focus sur quelques problématiques développées avec les archéologues au cours du projet. Alors bien évidemment, il ne s'agit que d'une part très mineure de ce qui a été fait. Pour commencer, une donnée très importante pour les néolithiciens, mais jusqu'à une date récente totalement inaccessible, est celle de la paléodémographie, puisque l'on dispose de peu d'informations fiables. Si l'on s'accorde généralement sur les hypothèses d'un baby-boom qui correspond au début du néolithique, la question d'une baisse de population entre le néolithique moyen et le néolithique final a parfois été avancée pour certains contextes chronoculturels, sans que l'on puisse ni la vérifier ni la généraliser. Sur ce point, la paléogénétique est d'un apport considérable. Ainsi, l'ANR Ancestra a montré que dans l'échantillon néolithique considéré, qui représente un peu plus de 200 sujets du nord et du sud de la France, on observe une augmentation démographique constante. On voit aussi que la dynamique de peuplement n'est pas la même suivant les deux courants de néolithisation. Au début du néolithique, les groupes du sud de la France, donc de la culture, ou du complexe impressocardial, sont quantitativement plus petits que ceux du nord de la France, donc du courant danubien, et le métissage avec les populations chasseurs-cueilleurs locaux est plus important dans le sud. Alors, ces données entrent en résonance avec les études des sites archéologiques. Ainsi, la rareté des sites impresso, parfois jugés d'origine taphonomique, peut traduire la faible importance quantitative du courant migratoire méditerranéen. Le second exemple que j'ai choisi interroge l'organisation sociale néolithique. Donc, dans le monde chasséen, qui correspond au néolithique moyen 2 du sud de la France, deux types majeurs de dépôts mortuaires semblent s'opposer. Le premier concerne les inhumations réalisées dans des aménagements dont la vocation première et unique est funéraire. Le second concerne les inhumations réalisées dans des structures domestiques en réemploi, qu'il s'agisse de puits, de fossés d'enceinte ou le plus souvent de fosses ou de silos. Alors, les deux modes d'inhumation peuvent se retrouver sur un même site, comme ici au Crès à Béziers, où il est particulièrement intéressant de les comparer. Alors, des différences existent dans le recrutement. Les enfants sont, par exemple, nettement plus nombreux et souvent regroupés dans les structures domestiques réemployées, ce qui pose la question du registre et notamment du caractère potentiellement non funéraire de ces dépôts. D'autres éléments distinguent ces deux types de dépôts, la position des défunts, leur localisation dans la structure ou encore leur association éventuelle avec du mobilier complet comme des vases. Dans le cadre d'Ancestra, il a été possible de connaître le sexe des immatures inhumés sur plusieurs sites de cette période et notamment sur celui du Crès à Béziers qui est présenté ici. Alors, au Crès, en raison d'un mauvais état de conservation des ossements, le nombre de sujets dont le sexe restait indéterminé à l'issue de l'étude anthropologique était important. Le sexe de 18 sujets, dont 7 immatures, a été déterminé par l'étude paléogénétique. 12 femmes ou fillettes pour 6 sujets masculins sont inhumés dans des structures domestiques en réemploi. Alors, face à ce premier résultat, il a été décidé d'analyser la totalité des sujets du site du Crès
afin de confirmer cette observation sur un échantillonnage plus important. Alors, la question centrale posée par ce résultat est celle du statut social de ces sujets. Toujours grâce à Ancestra, on sait également qu'une petite fille datée du Chasséen récent est découverte à Beaufort dans l'Hérault, qui a fait l'objet d'un traitement funéraire et de dotation mobilière tout à fait remarquable et unique, ce qui contredit un peu les résultats qu'on avait obtenus sur le CRES. Et ça montre aussi que le statut de certains sujets féminins immatures pouvait être important, au moins dans la mort. Si l'on replace les résultats obtenus dans le cadre d'Ancestra dans l'ensemble des données disponibles pour le Languedoc occidental, ces analyses montrent que presque 70% des individus inhumés dans les structures réemployées sont de sexe féminin. Pour le CRES, c'est maintenant la question des liens de parenté qui est en cours d'exploration. Donc il sera intéressant de regarder les liens qui unissent les individus présents dans les deux types de structures mortuaires ou encore ceux qui sont inhumés ensemble au sein d'une même structure. Alors, le même type d'analyse est en cours ou a été réalisé sur de nombreux sites, comme celui de Bergheim en Alsace, que je n'ai pas vraiment le temps de vous développer. Alors pour l'anecdote, 8 bras gauches coupés se trouvaient au fond de cette fosse, et Mélanie et son équipe s'appliquent actuellement à en rechercher les propriétaires. Le troisième point que je souhaite développer concerne les inhumations collectives de la fin du néolithique, donc les dolmens, les grottes sépulcrales. Alors, rappelons que dans le cas des fossés parfois très segmentés, des ossements parfois très segmentés des sépultures collectives comme les dolmens, une stratégie très fine de prélèvement doit être discutée avec les archéologues et les anthropobiologistes. Dans le cas des deux plus grands dolmens audois, les analyses paléogénétiques ont montré que des femmes et des hommes de tous âges étaient inhumés dans ces monuments, alors qu'aucune diagnose sexuelle n'avait été possible à partir des ossements. À plusieurs reprises aussi, l'analyse paléogénétique a jeté un doute sur le rattachement chronologique de certains inhumés. Après vérification par datation radiométrique sur les os pétreux, il s'est avéré que l'attribution chronologique proposée par les archéologues était fausse. Finalement, l'usage funéraire de ces dolmens édifiés au néolithique, autour de 3000 ans avant notre ère, court sur au moins un millénaire et potentiellement sur 2 millénaires. Donc, dans ce cas, c'est même la notion même de sépulture collective qui peut être réinterrogée. Alors, de façon générale, pour les dolmens et cavités sépulcrales, il est apparu que la question de la datation des ossements analysés était cruciale. Ce point n'avait pas été prévu lors du montage de l'ANR Ancestra, et une demande exceptionnelle de 40 datations, Artemis, a été réalisée auprès du ministère de la Culture afin d'assurer le rattachement chronologique des ossements analysés. Un dernier point rapide concernant la préhistoire récente. Donc, la restitution des caractères phénotypiques donne à voir au grand public une image tout à fait inédite des populations de cette période et est un outil de valorisation tout à fait unique. Bien, à la suite de cette présentation sur les apports d'Ancestra à propos des modalités de peuplement au cours du néolithique, je vous propose de changer de focale et de s'arrêter sur deux études de cas de l'Antiquité tardive, de l'Antiquité et de l'Antiquité tardive, périodes pour lesquelles les questions qui touchent au peuplement et plus généralement à l'origine des populations prennent une place de plus en plus importante et plus importante qu'avant, c'est dire, et où les apports de la paléogénétique s'avèrent là encore fondamentaux. Ces deux sites sur lesquels nous allons nous arrêter illustrent aussi les questions de méthodologie qui sont posées en amont du projet et qui ont évolué tout au long de la durée de ces derniers. Emblématique de la richesse des discussions au sein de ce programme, ces deux exemples témoignent de l'intérêt de ces échanges croisés entre archéologie et paléogénétique. Le premier exemple concerne la fouille d'un ensemble funéraire qui se structure à la périphérie de Nîmes depuis le changement d'air jusque dans le courant de la période carolingienne et qui illustre le passage dans ces ensembles suburbains de la nécropole de Bordevoix au cimetière chrétien qui se structure ici autour et en fonction d'une église parmi les plus anciennes du sud de la Gaule et qui se structure, qui est édifiée quelque part entre la fin du IIIe siècle et le début du IVe. Ici, le plan général de la fouille, avec en blanc représenté les tombes, et l'église, ici, ou la partie découverte de l'église, dans l'angle sud-ouest.
La séquence des 2e, 4e siècles, sur laquelle nous allons nous attarder, livre plusieurs structures particulièrement intéressantes car inédites dans la zone concernée, ici le Languedoc-Roussillon, voire les régions limitrophes. Et donc des tombes particulières, à commencer par des tombes en hypogée, caractérisées par un puits qui permet d'accéder à une cavité dans laquelle est déposé ici un sarcophage de plomb. Un exemple en plan et en coupe sur lequel on distingue parfaitement la morphologie de ces structures avec le puits d'accès, la niche latérale et une photo des cercueils, des sarcophages en cours de fouille. Parmi les sépultures remarquables aussi, toujours un sarcophage en plomb, mais qui est recouvert cette fois, en tout cas signalé en surface, par une sorte d'édicule en demi-cylindre destinée à signaler la tombe en surface, une coupa. La structure en coupe ici avec en plan sur la photo et en pointillé la représentation de l'enclos dans laquelle reposait cette structure. Au final, donc, différents types de structures parfaitement identifiées dans certaines zones géographiques proches, l'Espagne ou l'Italie, voire un peu plus lointaines comme l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient, mais absent donc du Languedoc-Roussillon. On retrouve le lien avec l'Afrique du Nord par la présence de petites amphorettes déposées dans les tombes et interprétées sur la base d'une étude britannique comme les possibles indices d'un mobilier associé à une population originaire du sud de la Méditerranée. C'est sur la base de ces indices que les individus inhumés dans ces structures ont été intégrés au programme Ancestra. Et les résultats paléogénétiques montrent que si les pratiques mises en œuvre ici pouvaient témoigner du point de vue de l'archéologie d'un apport de population exogène, que ce n'est pas si simple. Ces résultats confirment bien qu'une partie de ces individus sont exogènes et proviennent notamment d'Italie ou du Proche-Orient, illustrant ainsi les mouvements de population, mais nuance dans le même temps l'identification de ces mêmes mouvements par les outils classiques de l'archéologie, des individus locaux étant inhumés eux aussi dans ces mêmes types de tombes. Autre exemple, et on bascule cette fois en Alsace avec la fouille d'Ittenheim, qui a entre autres vestiges livré un petit ensemble funéraire d'une vingtaine de tombes qui se développent de manière classique au contact d'un parcellaire à la fin de l'Antiquité et au début du Haut Moyen-Âge. Les tombes ne présentent aucune caractéristique particulière, tout comme le mobilier, les pratiques funéraires reconnues ou le recrutement qui intègre autant d'hommes que de femmes et des sujets immatures qui appartiennent aux différentes classes d'âge. Et enfin, du point de vue de la structuration, 3 groupes ont été distingués en fonction notamment de l'orientation des tombes. Un premier groupe ici, un second là, et un troisième un peu plus flottant ici. Donc groupe sans que les archéologues ne puissent véritablement amener de raison à cette structuration, à cette organisation, bien que la question de groupes familiaux ait été déjà initialement soulevée à l'issue de la fouille. Difficile à interpréter donc du simple point de vue de l'archéologie, la paléogénétique éclaire de manière remarquable la compréhension de l'ensemble funéraire, tant du point de vue du recrutement que de celui de sa structuration polynucléaire. Les analyses réalisées par Mélanie et son équipe révèlent en effet une structuration qui se fait autour de 3 groupes familiaux bien distincts. À côté de ces familles gravitent des sujets relevant d'autres groupes familiaux qui sont localisés ici dans cette zone, mais avec lesquels ils n'entretiennent aucun lien, génétique en tout cas, et qui sont donc plutôt situés en marge de l'ensemble funéraire et des groupes familiaux. Si la structuration semble découler de celle de la population, l'origine géographique des individus complète la réflexion. Les groupes familiaux identifiés correspondant à 3 familles originaires du sud de la Gaule ou d'Espagne, tandis que les individus situés en marge de l'ensemble sont soit d'origine locale, soit pour un individu d'origine probablement romaine. Bon, nous avons dressé un panorama du projet rapide, ainsi qu'un bref aperçu de certains des résultats obtenus, que vous pourrez retrouver dans le détail et avec tous les développements dans les publications qui découlent directement de l'ADN Ancestra et qui sont disponibles sur
ANR, ANR Ancestra, et qui sont pour la plupart disponibles sur l'Internet. La liste des publications est bien sûr incomplète. Elle n'intègre pas notamment tous les chapitres dans les monographies de sites, les nombreuses publications qui utilisent tout ou partie des résultats d'Ancestra dans le cadre d'approches à l'échelle d'un site ou d'une région et qui sont vraiment nombreux. Pour terminer, les collaborations mises en œuvre se développent sur le long terme et dépassent largement la durée initiale de l'ANR. Il s'agit d'un partenariat durable et fructueux, et nous insisterons sur ce point. Les résultats obtenus soulèvent de nouvelles problématiques et des projets nouveaux sont mis en œuvre pour y répondre. Dans d'autres cas, les questionnements construits ailleurs sollicitent les données paléogénétiques pour alimenter leurs réflexions. Pour finir et pour résumer, la paléogénétique est donc une discipline formidable, mais qui ne prend véritablement tout son sens que dans le cadre d'approches croisées et solidement problématisées. La question des contextes est fondamentale, surtout maintenant que les données sur le peuplement global de l'Europe commencent à être bien connues et que la question des organisations sociales devient centrale. Voilà, merci de votre attention.